Eh bien d'abord, bonjour à tous et puis merci de prendre de votre temps pour assister à ce webinaire consacré au marché du travail des cadres. Donc ce webinaire est sous l'égide de l'APEC que nous accueillons parmi nous, représenté par Isabelle Gire qui se présentera tout de suite après. Mais aussi de la CFDT Cadre, de la Fédération Chimie Énergie et pour ma part de la Fédération F3C, Conseil Communication Culture. Alors, on a voulu ce webinaire tout d'abord parce que, et là c'est de manière assez générale, on a eu jusqu'à présent un marché du travail des cadres particulièrement dynamique et même avec encore un rebond à l'issue de la crise sanitaire. Mais depuis, comme vous le savez, la croissance économique s'est fortement ralentie. Donc en fait, il nous semblait nécessaire de tirer un peu le bilan de l'année 2023 et d'avoir un petit peu un état des lieux du marché du travail des cadres, où est-ce que l'on est, quelles sont les perspectives. Alors évidemment, selon les secteurs professionnels, mais pour la chimie-énergie, je donnerai la parole à Laure, on a des problématiques différentes, mais parfois convergentes. Alors pour ce qui est de la F3C, l'un des grands bouleversements qui, je crois, concerne tout le monde, c'est l'irruption de l'IA dans un grand nombre de métiers, y compris des métiers auxquels on ne s'attendait pas. Alors pour la F3C, je vais évidemment citer les journalistes. On comprend tous très bien que le métier de journaliste, outre et des difficultés liées à l'indépendance des rédactions, est aussi touché par le phénomène de l'intelligence artificielle. Et on a d'autres métiers qui sont touchés directement, qui ne sont pas nécessairement des métiers de cadre, mais qui remettent fortement en question la manière de manager ou qui percutent aussi de manière plus ou moins directe les cadres. On a par exemple le métier de facteur sur le champ F3C. Aujourd'hui, leurs tournées sont de plus en plus construites et les organisations sont de plus en plus construites par une intelligence artificielle. Or, vous avez des cadres dont le métier était d'organisateur. Les managers aujourd'hui sont un peu démunis pour répondre à certaines incohérences liées aux organisations et sont obligés de se réfugier derrière une application, un applicatif qui serait une boîte noire qui prendrait des décisions. Et évidemment, ça repose la question de la place du manager dans ce contexte. Donc, un sujet IA qui est évidemment de plus en plus fort et qui est un sujet d'avenir. Et puis, autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la CFDT et à la F3C, bien sûr, c'est la question de l'égalité professionnelle chez les cadres. On sent bien que même si ça nécessite encore des progrès et qu'il va falloir certainement poursuivre les efforts en cette direction, le plafond de verre commence quand même peu ou prou à se fissurer, ne serait-ce que parce qu'on est passé par la voie législative. En revanche, il demeure quelque chose de particulièrement robuste et sur lequel on bute en matière d'égalité pro, c'est la fameuse cloison de verre, c'est-à-dire la ségrégation genrée du travail, qui concerne bien évidemment aussi les cadres. Et sur cette question-là, on est beaucoup plus démunis. Il va certainement falloir trouver des réponses et peut-être que l'APEC en a aussi. Donc voilà, un grand nombre de sujets pêle-mêle. On a un temps limité et je crois que la Fédération Chimie-Énergie, Laure, a aussi quelques attentes. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Donc, quand Christophe a initié ce webinaire avec la CFDT Cadre et l'APEC qui nous a proposé de nous associer, donc, on a accepté avec grand plaisir parce qu'il y a une forte attente et je vois le nombre de militants de l'énergie connectée et je vois que ça répond effectivement à une attente sur la trajectoire professionnelle des cadres. Alors, je ne reviens pas sur ce que Christophe a dit et qui se voit aussi dans le métier, avec aussi chez nous une dimension transition écologique très forte. Puisque la chimie ne fait pas forcément rêver, notamment les jeunes cadres, avec l'image que ça peut avoir. Et pourtant, la chimie est nécessaire pour la transition écologique.
Dans les métiers de l'énergie aussi, on est percuté de plein fouet par la transition écologique. Et donc, ça impacte aussi les actions des cadres et la quête de sens que les cadres recherchent et qui peut se trouver aussi dans nos métiers, mais qui n'est pas toujours facile à trouver. Pour que chacun soit bien acteur de son parcours professionnel et bénéficie d'un maximum d'opportunités, c'est pas facile de savoir quels sont les leviers qu'on peut actionner. Et donc, on attend avec impatience ce que l'APEC va pouvoir nous raconter justement sur comment est-ce qu'on peut actionner les leviers pour être acteur de son parcours. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, bienvenue à toutes et tous. Bon webinaire. Et puis, je passe la parole à Anne-Florence. Bonjour à tous, bienvenue. Je vois que vous êtes en train d'être de plus en plus nombreux sur le webinaire. C'est bien la preuve que le sujet que l'on a choisi avec Christophe et Laure sur la transformation des emplois cadres aujourd'hui, bien sûr, mais à l'échelle d'une vie professionnelle, c'était un peu le but de ce webinaire que d'évoquer ces changements-là. Voilà, et vous concerne. Alors, il y a trois items sur lesquels nous allons travailler. Il y a la question, bien sûr, des recrutements, des trajectoires, mais recrutement et trajectoire suppose aussi de travailler sur les compétences. Donc, c'est autour de ces trois éléments que l'on va essayer de tisser un peu notre réflexion. Pour commencer, moi, en tant qu'administratrice de l'APEC, je peux vous présenter un petit peu aujourd'hui, ce trimestre, voilà, sur l'état du marché de l'emploi cadre. Après 2 ans d'euphorie de l'emploi cadre, il y a évidemment un petit ralentissement, puisqu'il y a 13% d'embauches en moins. Les intentions d'embauche des entreprises ont en effet un petit peu baissé aussi. Il n'y a plus que 10% des entreprises qui ont l'intention de recruter ce trimestre-ci, recruter au moins un cadre. Voilà. Le trimestre précédent, ou celui d'avant encore, c'était 14%. Donc voilà, on voit quand même un infléchissement. On se retrouve aujourd'hui au niveau de la sortie du confinement. Mais cette situation est néanmoins paradoxale. Et c'est pour ça qu'il faut regarder un peu la granularité du marché de l'emploi cadre, toujours avec recul. Situation paradoxale parce que ce ralentissement ne peut pas cacher qu'il y a quand même 3/4 des entreprises qui recrutent et qui pensent que c'est difficile de recruter un cadre. Alors, ils ne renoncent pas. Ça ne donne pas un renoncement à la mobilité pour les cadres, mais enfin, il y a quand même des tensions dans certains secteurs. Laure évoquait les questions d'attractivité. Je crois que en conseil communication culture, ces éléments-là se retrouvent, notamment dans les secteurs informatiques. Voilà, donc c'est une situation avec beaucoup d'ambivalence. Quand il y a mobilité des cadres, le facteur principal est celui aujourd'hui du pouvoir d'achat. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Les cadres sont aussi très préoccupés par les changements autour de l'intelligence artificielle, et ça va être un des points extrêmement importants de ce séminaire, de ce webinaire. Nous sommes en distanciel avec Isabelle Gire aujourd'hui. À vrai dire, personne ne voit vraiment est capable de dessiner et de déterminer un peu l'impact que l'IA aura sur l'emploi cadre. Mais enfin, on en dresse en tout cas quelques lignes. Je dois, pour terminer ce petit mot d'introduction, tout de suite, mais on le répétera, je pense, au fil de ce webinaire, renvoyer sur le site de l'APEC, le site Corporate APEC, donc c'est corporate.apec.fr, où il y a toutes les études, à la fois des portraits statistiques de l'emploi cadre par région,
Donc, c'est extrêmement important pour les mandatés qui sont présents aujourd'hui, les mandatés des comités paritaires régionaux de l'APEC. Voilà, ils sont présents aujourd'hui dans le webinaire, ou alors certains vont se connecter au fil du webinaire. Et voilà, tout simplement, militants des fédérations, vous pourrez échanger avec eux. Donc, il y a des portraits statistiques par région qui sont disponibles sur le site corporate.apec. Et il y a aussi des études qui s'appellent les métiers cadres de la fonction. Alors, les métiers cadres de la fonction communication, conseil, culture, c'est une étude de 2023. Les métiers cadres de la fonction ingénierie, recherche et développement, et là je me tourne un petit peu plus vers l'or parce que ça peut concerner en effet les métiers de la chimie. Mais ça va aussi sur la granularité, les métiers cadres de la fonction qualité, sécurité. Voilà, donc toutes ces études peuvent permettre en effet d'avoir une vision des évolutions annuelles de l'emploi et de son emploi. Voilà, je trouve que c'est quand même assez singularisé au niveau de l'APEC, et de pouvoir, le but de tout cela, c'est de pouvoir prendre en main tout simplement son parcours professionnel à l'échelle de sa vie professionnelle. Et c'est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Je vais passer la parole sans attendre à Isabelle. Et Isabelle peut-être peut donner un petit mot pour se présenter. Nous sommes confus, nous t'avons présenté comme consultante APEC, parce que ici évidemment les consultants APEC sont tellement importants, ce sont eux qui sont directement en contact avec les salariés, donc quand on parle APEC, on parle consultant. Mais enfin, Isabelle, tu vas pouvoir te présenter et engager ton intervention. Alors, merci pour cette invitation. Consultante, c'est un très beau métier à l'APEC, et ils sont nombreux et nombreuses à faire ce métier pour accompagner nos cadres, nos jeunes diplômés et aussi les recruteurs dans leurs difficultés et leurs moments, pour leur faciliter ces moments de recrutement et d'accompagnement dans la vie professionnelle. Moi, je suis plus particulièrement chargée à l'APEC de la prospective. Alors, la prospective pour l'APEC, c'est un peu un nouveau métier. C'est un nouveau métier qui a débuté il y a 2 ans à peine, à l'initiative d'ailleurs de notre conseil d'administration, qui avait souhaité en 2022 avoir une perspective de ce que pourrait être le marché du travail et le travail et la relation au travail d'ici 2030. Et donc, une bonne partie de l'information que je vais vous donner aujourd'hui est issue effectivement de ces travaux de prospective que je mène en interne et qui ont fait l'objet d'un book, donc d'un livre qui amène les perspectives sur 14 tendances de mutation et de changement dans l'avenir, et qui sont aussi traduits par une exposition itinérante qui est possible de voir dans plusieurs centres APEC, qui est en ce moment à Nantes pour 3 jours. Alors, je vais reprendre ma présentation. Hop. Pour vous parler effectivement de mutation, et il y a des sujets effectivement sur lesquels vous avez déjà mis le doigt, bien évidemment, parce que ce n'est pas une nouveauté. C'est bien évidemment celui de l'intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon document? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, écoutez, bienvenue pour ce moment, et je vais effectivement vous raconter certaines choses qui disent qu'effectivement, en seulement quelques décennies, on a effectivement assisté à des transformations majeures dans notre manière de travailler. L'avènement du numérique, et on va le voir avec l'impulsion encore plus grande de l'intelligence artificielle qui est venue complètement bousculer le travail, nos métiers et nos façons de penser depuis quelques mois, nos modèles professionnels, nos espaces de travail et même effectivement nos aspirations en matière de carrière, puisqu'en termes de prospective, quand on regarde les choses, on les regarde aussi sous un angle sociétal. Et certains mouvements qu'on a vus sont entre autres celui de la notion de carrière qui a beaucoup bougé dans l'esprit des gens. Le faire carrière aujourd'hui, quelque chose qui a énormément évolué au cours des 10 dernières années. C'est un concept qui est même quasiment
absent dans la jeune génération, mais qui se situe plutôt aujourd'hui dans des mouvances autour de l'emploi et de la façon de travailler. Le travail aujourd'hui, il est traversé de grandes injonctions. D'un côté, le besoin de travailler avec un sens au travail, l'impact, une empreinte positive aussi, qu'on va retrouver dans l'économie verte et dans la décarbonation. De l'autre côté, une vision du travail qui est souvent comme un simple moyen utile de se consacrer pleinement à sa vraie vie, qui est plutôt d'ailleurs du côté qui est ailleurs, qui n'est plus dans le travail. On le voit dans des études, entre autres de la Fondation Jean Jaurès, qui dit effectivement, et on a sur une étude que l'APEC a faite aussi, la place du travail est aujourd'hui aussi importante que la famille et les loisirs, alors qu'il y a encore quelques décennies, c'était quand même l'item le plus important. Et puis d'un autre côté, on a l'automatisation, la digitalisation, redonner sa place à l'humain, une certaine éthique du travail, la précarisation d'un côté, l'épanouissement pour d'autres. C'est pour répondre à toutes ces questions, effectivement, que l'APEC avait lancé ses travaux de prospective, essayer de mettre en avant ces items, ces mutations, ces changements. Alors la prospective n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas prédire le futur ou les futurs. Et certains, avec l'intelligence artificielle, restent effectivement aujourd'hui assez en questionnement et encore en questionnement. Donc, je ne vais pas vous délivrer de grandes ou de futures nouvelles sur ce que sera le travail demain, mais vous donner plutôt des pistes pour essayer de se situer justement dans ce travail qui bouge. Alors, les 2 grands changements effectivement, qu'on a constatés et qu'on continue à avoir dans ce monde professionnel en constante évolution, c'est que, le monde professionnel aujourd'hui, il est marqué par des avancées technologiques rapides, comme ceux de l'intelligence artificielle, et puis il est de l'autre côté aussi soumis à des impératifs de développement durable et les changements socio-économiques, et globaux qu'on peut trouver, et donc du coup, les trajectoires de carrière des cadres, elles sont soumises à des transformations qui sont assez profondes. Et cette dynamique, elle impose une réflexion continue sur l'adaptation et le développement des compétences tout au long de la vie. Et l'analyse des transformations de l'emploi des cadres qu'on voit à l'échelle d'un parcours professionnel, elle révèle non seulement des défis inhérents à ces mutations, mais aussi des opportunités émergentes pour les professionnels qui peuvent et qui souhaitent naviguer un peu dans ces eaux qui sont quand même assez changeantes. Et là, je voudrais dans cette présentation faire 2 focus sur des grandes mutations qui sont aujourd'hui déjà présentes, parce que sur la prospective, on s'appuie déjà sur des tendances déjà existantes aujourd'hui pour essayer de dessiner des scénarios possibles pour le futur. Et puis, je ferai un focus sur les 3 branches de métiers qui vous intéressent plus particulièrement. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, c'est la technologie qui aura le plus d'impact sur les métiers dans les années à venir. S'il y a bien un domaine qui a modifié, qui a bouleversé nos vies professionnelles depuis 2 ans, c'est bien l'arrivée des IA, et notamment dans ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle générative, les chats GPT et autres Gemini. Et donc, l'année 2023 a vu ces bouleversements. L'année 2024, elle l'est et elle sera certainement le témoin d'une intégration croissante et je dirais presque inéluctable de l'IA dans le monde du travail. Alors, ça pourrait bien effectivement remodeler les exigences professionnelles et puis les opportunités d'emploi. ChatGPT, Gemini fait partie aujourd'hui de la vie de nombreux Français. Et si on regarde une étude de juin dernier d'Aris Interactive, l'intelligence artificielle sera le facteur qui aura le plus d'impact sur le monde du travail dans les 5 prochaines années, en tout cas pour 22% des personnes interrogées, devant l'inflation et devant le télétravail. Et 4 Français sur 5, donc 78%, c'est pas négligeable, estiment que cet impact sera fort, voire très fort pour un quart des Français. Et on estime que c'est un impact qui se fera réellement sentir d'ici 2 à 9 ans. Alors, on voit effectivement que du coup, voilà, ça va quand même avoir un sérieux impact. Et pourquoi et aussi, plusieurs chercheurs, et quand on regarde à définir un petit peu cet impact, alors il est positif, il est négatif. Alors sur l'intelligence artificielle, je vais vous dire tout de suite, c'est un peu la foire aux chiffres.
Alors, il y a plein de choses qui disent ça va détruire plein d'emplois, ça va refaire naître 85% des emplois n'existent pas aujourd'hui. Moi, j'ai jamais trouvé la source d'ailleurs de cette étude de Dell Institute. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a beaucoup, et ce qu'on voit à travers en fait cette foire aux chiffres, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'incertitudes et qu'on en est quand même encore aujourd'hui aux prémices, même si aujourd'hui, voilà, des instituts comme l'INRIA disent effectivement, dans la parole de Pierre-Yves Oudéhière, son directeur de recherche, dit que l'intelligence artificielle est en train d'avoir un impact très grand dans beaucoup de secteurs d'activité. On voit aujourd'hui effectivement que les cadres estiment gagner en productivité grâce à l'intelligence artificielle. Alors 63% des cadres le disent contre 48% des employés, mais globalement l'école bleue, l'école blanche s'accordent aujourd'hui sur l'utilité de cet outil. On dit que l'intelligence, selon McKinsey, pourrait accroître la productivité du travail et augmenter le PIB mondial dans les 10 prochaines années. Mais on voit aussi une chose à travers l'intelligence artificielle, c'est que la compétence qui avait une durée de vie alors extrêmement importante dans les années 70, on a vu qu'elle s'était réduite au fur et à mesure des années passées. On prévoit qu'avec l'intelligence artificielle, cette compétence pourrait se réduire encore, la durée en fait de validité de cette compétence pourrait encore se durer. Et ça fait partie effectivement des recommandations qu'on pourrait faire en fin de cette présentation, c'est qu'effectivement maintenir sa compétence dans la durée, ça va devenir un enjeu extrêmement crucial pour l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà. Alors, qui d'école blanche ou d'école bleue seront les gagnants de l'intelligence artificielle? C'est un débat qui est aujourd'hui assez tendu. Il y a différentes études qui montrent, et on le voit dans les études du Conseil, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Il y a 2 études qui s'affrontent aujourd'hui, qui disent qu'en fait, c'est plutôt l'école blanche qui vont s'en sortir et d'autres qui disent plutôt c'est l'école bleue qui vont être les gagnants, puisque la capacité de l'intelligence artificielle générative à donner de l'aisance dans certains travaux à d'école bleue pourrait en fait amener à ramener les différences en fait entre les employés et les cadres sur un niveau qui pourrait être similaire. Ce sont des hypothèses pour certaines qui sont assez défendues par l'université de Stanford, par le MIT et d'autres études sur l'Angleterre qui cherchent aujourd'hui à voir effectivement où est-ce que seront les impacts de l'intelligence artificielle. Mais on va voir que dans certains métiers, on a déjà, et entre autres dans les métiers du conseil et de la communication, des impacts qui sont quand même déjà aujourd'hui extrêmement présents. Alors, juste pour qu'on cerne bien aujourd'hui, quand on parle intelligence artificielle, moi je vais vous parler plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui donc les IAG, l'intelligence artificielle générative, que vous connaissez certainement tous et vous avez déjà tous, vous ou vos enfants, s'ils sont étudiants, fait appel à ChatGPT ou à Gemini, qui est le nouveau petit nom de Google Bard. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une intelligence artificielle? C'est un outil, c'est une technologie qui a la capacité à répondre à des questions, qui a la capacité d'être une assistance à la rédaction, c'est-à-dire qu'il peut rédiger des articles, des rapports, des courriels, d'autres types de contenus. On verra après l'état en fait de ce qui est produit. Il peut traduire des phrases, des courts textes en plusieurs langues. Il peut générer du contenu créatif, c'est-à-dire qu'il peut générer des poèmes, des histoires, d'autres formes de contenu artistique. Il peut expliquer des concepts, plus ou moins complexes dans des domaines de la science, de la technologie, des mathématiques. Ça peut être une aide à la programmation. Il est capable de fournir effectivement des premiers conseils et d'aide à la programmation et de résoudre des problèmes et de générer du code informatique. Il est capable de simuler des conversations, donc on peut discuter avec lui, mais on discute déjà aujourd'hui avec Siri et avec Alexia, qui sont aussi des intelligences artificielles. Et puis, il peut fournir des informations de base sur des sujets, sur des connaissances qu'il a de disponibles, sachant que ces 2 outils, ChatGPT aujourd'hui, sa base de données va jusqu'à avril 2023.
Donc voilà, quand on regarde des choses sous cet angle, on se dit: «Oh là là, c'est merveilleux, il fait plein de choses». Sauf qu'il y a quand même, un petit peu des limites derrière cet outillage. Alors effectivement, c'est une technologie, innovante qu'il faudra prendre en compte dans nos métiers, mais faut quand même rester prudent sur des éléments. D'abord sur une chose importante, c'est que, cette technologie s'appuie sur une base de connaissances, donc un ensemble de data qui lui ont été fournies. Cette base de connaissances aujourd'hui, elle est totalement inconnue. On ne sait pas quels sont les éléments sur lesquels ces outils ont été entraînés. Ce qui peut du coup amener un certain nombre de biais, puisqu'on est dépendant aussi des données d'entraînement qui ont été fournies à cette machine. Et donc, aujourd'hui, on a effectivement d'abord une partie de connaissances qu'il n'a pas, puisque ChatGPT s'arrête à avril 2023, même si ces mises à jour sont assez régulières, mais on ne connaît pas en fait la donnée, ce qui peut engendrer effectivement des biais. On peut le voir par exemple si on utilisait les intelligences artificielles dans le recrutement, ce qui n'est pas possible puisque c'est aujourd'hui aussi réglementé par l'IA Act. Mais on pourrait effectivement amener de la discrimination dans des recrutements, puisqu'il s'appuie sur les données qui ont été déjà fournies aujourd'hui, donc on ne sait pas ce qui est dans la machine. Juste au petit passage, quand même, dire quand même que ces intelligences artificielles génératives, c'est quand même le plus grand hold-up de données qui existe au monde. C'est le plus grand siphonnage de données internationales, c'est-à-dire qu'ils ont donné à cette machine à lire, à regarder l'ensemble de la création humaine qui puisse exister, donc tout ce qui existe sur Internet, des scénarios de livres, des conversations, des discussions sur des moteurs de recherche, des bases de données de livres, des bases de données de films. C'est quand même toute la littérature existante au monde dans toutes les langues. C'est quand même donc du coup le plus formidable hold-up qui puisse exister. Tout ça pour retraduire aujourd'hui quand même que malgré ce siphonnage de données, donc ce mélange d'informations qui lui est donné, cette technologie, aujourd'hui, elle ne sait pas au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire que quand vous lui parlez, vous lui donnez le sentiment, et c'est ce qui est le côté magique du côté génératif, c'est que vous avez l'impression d'avoir une discussion avec cet objet. En fait, lui, il ne sait pas, il n'a pas de nuance, il n'a pas d'esprit critique, il n'a pas de capacité de décision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne parle ni français, ni anglais, ni japonais. Il parle son langage à lui, qui est un langage bien particulier, qui est un assemblage de mots qui s'appelle des tokens, mais ça nous donne en fait simplement, nous, l'impression qu'on parle et qu'il nous répond. Et en fait, non, il ne sait absolument pas ce sur quoi il parle. Donc, du coup, ça en génère un manque de compréhension de contexte qui est approfondi. Bien qu'il est capable de traiter et de générer du texte, sa compréhension du contexte, en fait, elle est complètement limitée. Il n'a pas de connaissance, il n'a pas de nuance comme le ferait un humain. Il n'a pas de sensibilité au phrasé, au contexte de la question. Et puis, parfois, il lui arrive malheureusement de mal interpréter derrière une requête et que celle-ci peut être assez ambiguë. Donc, il a aussi des hallucinations, des réponses fausses. Donc, parce que quand il ne sait pas, il invente, mais ça commence à se corriger. Voilà. Et puis, du côté plutôt légal, c'est quand même une atteinte à la propriété privée, puisque comme c'est un hold-up, en fait, personne n'a donné son consentement. Donc, il n'y a pas de respect du RGPD. Personne n'a autorisé cette machine à venir siphonner les données qui étaient disponibles sur Internet et dans d'autres bases de données. Et puis, il y a une possibilité, si effectivement, comment dans la manière dont on l'utilise, de divulguer des données personnelles, du savoir-faire ou des données confidentielles. Ça milite en fait aujourd'hui pour quand même qu'il y ait une régulation. C'est ce que l'APEC d'ailleurs a mis en place en interne. On a fait un guide de bonnes pratiques de l'intelligence artificielle dans nos métiers avec un ensemble de principes d'utilisation avec ce qui est autorisé mais sous surveillance et en manipulant avec une grande précaution et en donnant aussi des éléments sur lesquels on interdit l'utilisation aujourd'hui d'intelligence artificielle générative. Alors, pour vous montrer un petit exemple de biais, j'ai emprunté cet exemple à France Inter, il y a maintenant 2 mois à peu près. Donc, quand on demande à Midjourney 2 images et qu'on lui demande par exemple de nous donner une image quand on lui donne comme prompt, donc qui s'appelle maintenant en français une invite, on lui demande de faire une école française. Et ben, l'école française, lui, la représente comme une école quand même assez 18e siècle. Hein, on a des beaux bâtiments, voilà, plutôt très jolis, très propres, avec des enfants très bien habillés, dans des endroits qui sont assez jolis, assez chics, plutôt voilà,
joli décor. Et quand on lui donne la même invite en lui disant fais-moi une école dans une banlieue française, et ben l'image qu'il crée, les 4 images qu'il propose, c'est plutôt quand même un décor dégradé, sali et pas du tout avenant. Alors, c'est pas du tout une création voilà, qu'on a choisi de biaiser. C'est vraiment mid-journée au regard de sa base de données. Quand on lui donne ce prompt, et ben voilà les éléments qu'il crée. Alors, bien évidemment, ça se corrige, bien évidemment, ça va se diminuer effectivement sur ce type de choses. Mais pour montrer effectivement aujourd'hui quand même que c'est une technologie qui a aujourd'hui quand même des capacités sur lesquelles il faut quand même que nous, humains, nous gardions un œil assez fort. Et je vous invite à regarder sur Internet, il y a plein d'exemples comme ça de quiz qui peuvent être sympas à faire sur est-ce une image créée par une intelligence artificielle générative ou est-ce créée par un vrai photographe. Vous allez voir que parfois c'est assez bluffant quand même dans la capacité à créer. Alors, l'impact de l'IA sur le travail, on voit aujourd'hui effectivement ce que dit l'Organisation internationale du travail, c'est que l'IA permettra d'accompagner plutôt que de remplacer certaines activités et que la première conséquence de cette nouvelle technologie, elle ne se traduira probablement pas par la destruction d'emplois, mais plutôt par des changements potentiel dans la quantité, dans l'intensité et dans l'autonomie du travail. Ça, c'est une étude qui date de août 2023. Mais des impacts qui sont en fait différenciés aussi selon les publics et les aires économiques dans lesquelles on se situe. L'IA va avoir un impact massif sur le travail administratif dans les bureaux et entre autres pour les pays à revenus élevés, c'est là où les effets en fait les plus importants de l'automatisation seraient les plus importants puisqu'en fait ce sont les pays dans lesquels il y a le plus d'emplois de bureaux et que 5,5% de l'emploi total dans les pays à revenus élevés sont potentiellement exposés à ces effets d'automatisation de l'IA générative contre 0,4 dans les pays à plus faible revenu. La part aussi de l'emploi potentiellement affecté, elle est et elle serait 2 fois plus élevée pour les femmes que pour les hommes. Vous parliez tout à l'heure en introduction de l'égalité homme-femme. Pourquoi? Parce que les femmes sont surreprésentées dans les métiers du travail, dans les pays, en particulier dans les pays à haut revenu et dans les métiers intermédiaires. Voilà, donc ça, effectivement, on voit qu'effectivement, on va avoir une polarisation potentielle de l'intelligence artificielle pour les métiers féminins. Et si on regarde une étude aussi qui a été faite par l'Institut Roland Berger en novembre 2023, donc c'est quand même assez récent. Cette étude dit que 1,4 million d'emplois pourraient être augmentés. L'IA s'occupant en fait aujourd'hui des tâches à faible valeur ajoutée. Cette étude dit que 800 000 emplois pourraient être détruits. Donc je vous ai prévenu, c'est un peu la foire aux chiffres, c'est compliqué de s'y retrouver, mais eux ont fait une étude sur une analyse de 400 métiers, décrivant pour chacun d'entre eux chaque tâche qui pourrait être automatisée ou améliorée grâce aux technologies. Et effectivement, plus la proportion des tâches automatisables est grande, plus le métier effectivement est menacé de disparaître ou de se transformer. Parce qu'en fait, on voit aussi quand même dans l'historique, c'est que globalement, il y a assez peu de métiers qui disparaissent, mais les métiers ont plutôt tendance à se transformer avec la société. Alors, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les plus touchés, effectivement, appartiendraient à la catégorie des cols blancs, parmi ceux qui sont les plus à même d'être automatisés. Donc, c'est les emplois administratifs, les services comptables, les employés de bureau, les agents de réception, et qui ne seraient moins épargnés et qui seraient non pas ne sont pas non plus épargnées les fonctions créatives, comme celle de journaliste, on voit aujourd'hui, les scénaristes, on a vu les grèves, entre autres à Hollywood, par rapport à la montée de l'intelligence artificielle, et puis les graphistes. Et puis donc cette exposition différenciée donc, entre hommes et femmes, donc les femmes seraient 36% plus menacées que les hommes.
Voilà. Par contre, effectivement, ce que regardent les entreprises, c'est que cette productivité, on pourrait augmenter la productivité, mais la productivité ne signifie pas non plus réduction de l'emploi. Mais c'est tout le sujet aujourd'hui qui est en débat. Peut-être plutôt substitution, peut-être plutôt changement, et on va voir effectivement, du coup, dans certains métiers, les enjeux que ça pourrait continuer à avoir. Et je vous montre juste effectivement donc du coup la classification voilà, qu'a faite l'étude Roland Berger, mais je pourrais vous l'envoyer plus en détail, et qui montre effectivement donc la différence que ça pourrait avoir selon les secteurs d'activité, entre autres les services financiers, les activités professionnelles, scientifiques et techniques, ainsi que les métiers de l'information, de la communication donc seront les plus exposés. Le secteur public, selon cette étude, sera également proportionnellement plus touché, car de nombreuses fonctions administratives peuvent y être automatisées. Cette étude estime que 37% des emplois publics seraient exposés contre 32% des emplois privés. Et donc les femmes plus impactées parce que surreprésentées dans les emplois à fort potentiel d'automatisation. Voilà pour cette partie sur l'intelligence artificielle. Vous allez m'excuser, en plus j'ai un gros rhume, donc ma voix est peut-être un peu difficile. Je vais passer maintenant donc le deuxième impact en prospective. On a regardé effectivement plusieurs éléments pour étudier les impacts et les mutations que le travail va connaître dans les années à venir. Donc, nous, on s'est projeté à 2030, donc 2030-2035, et on a vu effectivement qu'en fait, on a 4 grands chocs aujourd'hui qui nous arrivent. Le choc numérique, on vient de le voir, c'est pas le seul, hein. Enfin, l'intelligence artificielle n'est pas le seul élément dans le choc numérique qui nous attend, mais la robotique aussi est un élément aussi important, mais parce qu'aussi poussé par l'intelligence artificielle générative, la robotique est aussi un élément qui va être prégnant dans les années à venir. L'INRS d'ailleurs l'a regardé dans certains aussi de ces études prospectives en disant que il faut s'attendre aussi peut-être dans les années à venir, alors 35-40, à avoir autour de nous et dans notre quotidien personnel et professionnel une montée aussi de la robotique. Et ça faisait partie des scénarios de prospective que l'APEC a dessinés, entre autres dans l'apport de la robotique dans les métiers du care, et qui rejoint un choc dont qui n'est pas le détail aujourd'hui de cette présentation, mais qui est aussi le choc démographique. Puisque la France vieillit. Alors la France n'est pas le seul pays à vieillir, mais aujourd'hui en France il y a déjà plus de 60 ans que de moins de 20 ans, et ça va s'accentuer dans les années à venir avec une proportion de personnes de plus en plus âgées autour de nous, et donc des mouvements et des besoins de personnel dans les métiers du soin, mais aussi un accompagnement de ce 4e ou 5e âge, donc un bouleversement aussi des métiers, mais qui pourrait être aussi amené là aussi à évoluer sous l'impact du numérique et de la robotique. Et puis 3e choc, c'est le choc écologique. Je vous apprends rien, hein. Bien évidemment, en vous disant effectivement aujourd'hui que c'est quand même un sujet qui est un sujet non seulement écologique, économique, climatique, énergétique qui est face à nous, mais c'est un enjeu économique, c'est un enjeu aussi sociétal. Et vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'attractivité, entre autres dans les métiers de la chimie et du sens au travail. On voit aujourd'hui effectivement que selon une enquête du Conseil économique et social et environnemental de janvier 2023, les personnes interrogées se déclarent très majoritairement concernées à titre personnel par les enjeux environnementaux et leur impact sur le travail, et que les cadres et aussi donc les États se sentent concernés, car pour eux les changements d'adaptation au changement climatique, ils ont des effets dans les relations de travail et dans l'organisation du travail aujourd'hui. Plus d'un tiers, donc 35% des répondants de l'étude du CESE déclarent éprouver de l'anxiété face aux changements environnementaux dans le cadre de leur travail. Donc l'éco-anxiété, aujourd'hui, c'est
c'est un sujet qui préoccupe et qui n'est pas qu'une question d'âge, puisque quand on regarde les études en détail, on voit qu'effectivement les jeunes sont très concernés par l'économie, les changements climatiques, très paradoxal en même temps chez les jeunes, hein, puisqu'ils sont capables d'aller acheter des vêtements chez Shein et de faire la queue pour avoir le dernier iPad et puis en même temps d'être éco-anxieux. Donc, ce n'est pas le portrait d'une génération, mais voilà, qui est quand même plutôt multiforme et d'une partie de cette génération. Mais on voit que cette éco-anxiété, elle concerne la majorité des cadres et elle est plus ou moins forte, plus chez les jeunes, mais elle concerne quand même aussi les autres générations et aussi les plus de 50 ans. Et on voit aujourd'hui effectivement que cette économie verte, elle est aujourd'hui quand même en train de prendre aujourd'hui un pas quand même aussi dans le recrutement, et qu'on voit aujourd'hui un volume d'offres cadres qui est en très forte augmentation en comparaison à 2019. On constate nous aujourd'hui sur le site de l'APEC plus 48% donc d'offres d'emploi autour de l'économie, donc ce qu'on a mis derrière un poste vert. Donc aujourd'hui, 25 500 cadres du secteur privé occupent aujourd'hui un poste à finalité environnementale. Alors, ce qui représente hélas que 1% de l'emploi cadre aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est un peu compliqué aujourd'hui quand même à chercher, puisqu'en fait, je pense que tous les secteurs d'activité aujourd'hui, tous les métiers cherchent à avoir un impact écologique, mais aujourd'hui dans des métiers qui sont purement des métiers 100% verts, on va trouver effectivement des métiers, des cadres de l'énergie, donc ce qu'on appelle des ingénieurs d'études réseau, des ingénieurs en efficacité énergétique, qui sont des métiers purement vraiment dédiés 100% à l'économie climatique. Et puis d'autres métiers aujourd'hui dans l'aménagement du territoire et des métiers de l'analyse et de la gestion et de la prévention des risques. Donc ce sont quand même des métiers qui sont en forte augmentation, même si aujourd'hui il reste un peu encore qui ne sont pas forcément aujourd'hui les métiers les plus recherchés. Le portrait type aujourd'hui des cadres dans les métiers donc à finalité environnementale, on voit aujourd'hui, alors là aussi polarité, hein, c'est pas fait exprès hein, dans ma présentation, mais on voit quand même que les cadres sont effectivement, ce sont plutôt majoritairement des hommes, plutôt diplômés effectivement, mais 70% restent des métiers malheureusement très masculins. Donc effectivement, vous parliez aussi en introduction du genre dans le métier. Là, on voit effectivement peut-être l'impact de ce genre dans les métiers. On voit effectivement aussi qu'effectivement, ce sont des métiers qui sont plutôt tournés vers aujourd'hui les jeunes et cadres en activité. On se souvient quand même aussi de ces jeunes diplômés d'AgroParisTech qui effectivement, une fois diplômés, ont dit nous, on ne veut pas aller travailler dans des grosses majors qui vont détruire l'économie, le climat et les générations futures par les métiers qu'on a. Donc on voit effectivement que c'est quand même aussi un métier qui sur les jeunes, même si effectivement par ailleurs ils vont avoir le dernier iPhone, sont quand même très concernés par l'avenir de ça. Et puis voilà, ils s'y engagent quand même beaucoup, et même à titre de formation. Ce sont quand même des personnes effectivement qui sont en général avec un niveau de diplôme assez élevé. Hein. Les métiers de l'environnement à finalité environnementale sont des gens beaucoup plus diplômés que l'ensemble des métiers. Voilà. Et que la part des cadres du secteur privé qui exercent un métier à finalité environnementale, il représente, je m'approche pour le lire, c'est 56% du secteur de l'énergie et de l'eau. Voilà pour le portrait aujourd'hui de ces cadres aujourd'hui du secteur environnemental. Pour revenir à l'enjeu sociétal, en 2023, 86% des cadres se disent préoccupés par la dégradation de l'environnement, le dérèglement climatique, et les plus angoissés étant les jeunes, mais pas uniquement les jeunes. Et quand on leur pose la question, êtes-vous préoccupés par la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique,
effectivement, on voit que la part de personnes préoccupées, on a quand même 12 personnes, de gens très angoissés par les changements climatiques qui sont face à nous. Alors l'engagement économique, bah oui, c'est un facteur d'attractivité pour les cadres dans les métiers aujourd'hui, puisque effectivement, s'ils devaient se projeter dans un poste aujourd'hui ou faire acte de candidature dans une entreprise qui ne fait pas montre de son engagement dans la réduction du carbone et la sauvegarde de la planète, et ben on voit aujourd'hui qu'effectivement, une majorité d'entre eux n'iraient pas travailler dans des entreprises qui n'affichent pas d'engagement écologique, et plus de la moitié n'envisagerait pas de rejoindre une entreprise qui ne fait pas d'efforts pour diminuer son impact environnemental ou dont les activités sont jugées néfastes pour l'environnement. On pourra en débattre sur les métiers de la chimie, mais pas que, parce que sur les métiers de la communication, le numérique et l'utilisation du numérique dans l'emploi aujourd'hui, dans les métiers, pardon, engendre aussi un impact climatique qui est pas neutre, ne serait-ce que par l'envoi des emails. Donc on voit effectivement du coup voilà que ça a quand même un impact, c'est un facteur d'attractivité aujourd'hui quand même pour les métiers. Alors attention, j'ai toujours au greenwashing, hein. Les jeunes entre autres sont très attentifs, mais je pense que la majorité aussi des cadres le sont à ce que les intentions d'engagement environnemental ne se résument pas à afficher ces intentions, mais à bien les démontrer et à les prouver, surtout en période de recrutement, d'autant plus dans des marchés qui se tendent, même si effectivement, comme vous le disiez Anne-Florence, les intentions de recrutement sont légèrement en baisse. Il reste quand même des tensions de recrutement sur le marché cadre aujourd'hui, et qu'un facteur d'attractivité dans l'engagement économique, c'est effectivement de démontrer son engagement économique, et pas uniquement de l'afficher pour continuer à recruter. Alors, j'ai fait un focus effectivement sur les métiers qui étaient les vôtres aujourd'hui. Alors, les métiers du conseil. L'APEC est adhérente à un organisme qui s'appelle Futurible, qui suit entre autres effectivement l'impact des IA génératives dans les métiers du conseil. Et d'une étude qu'ils avaient faite, j'ai pris 3 exemples et 3 verbatim de 3 cabinets de conseil aujourd'hui, par rapport justement au métier du conseil et à la mutation la plus importante de l'intelligence artificielle. Stopra Steria, donc je sais pas les noms des personnes, mais qui dit que son cabinet anticipe qu'une partie de leur portefeuille client pourrait se passer de leur service avec l'intelligence artificielle générative, avec pour eux l'espoir de rattraper ce manque à gagner en multipliant du conseil auprès de ces entreprises sur leurs propres utilisations de ces technologies, donc de faire évoluer du coup une partie de leurs apports de conseil et leurs connaissances et leurs capacités de conseil vers d'autres métiers, vers leurs clients, puisqu'effectivement, ils anticipent déjà un impact. Le BCG, la parole de son directeur du Monde, qui dit que la barrière à l'entrée pour être capable de répondre aux nouvelles demandes des entreprises, elle va être encore plus élevée, oui, parce que si l'intelligence artificielle générative est capable aujourd'hui de répondre à un certain nombre de questions, effectivement, pour accompagner les entreprises, il va falloir effectivement monter d'un step. Deloitte qui dit une partie importante du travail qui est aujourd'hui faite par des juniors, elle pourrait être automatisée par l'intelligence artificielle. Donc ça va poser aussi la question de l'arrivée sur le marché des jeunes générations, de l'accompagnement, de l'accompagnement à développer les compétences aussi des jeunes générations. Et puis McKinsey qui dit qu'avant, il fallait un consultant sur 2 ou 3 jours de travail de synthèse pour commencer à faire une analyse de marché. Maintenant, quelques heures suffisent. La productivité, la valeur ajoutée de l'équipe en sortent gagnantes. Il y a une étude qui a été faite aussi du coup par, je crois que c'est le MIT, sur 850
conseillers, donc consultants, pardon, de cabinets de conseil, où on a fait une étude en leur demandant un travail, pour certains avec une cohorte accompagnée par une IA générative, avec une cohorte sans IA générative, et puis une autre avec une cohorte avec intelligence artificielle aussi, mais avec aussi des prompt engineers avec eux, pour essayer de voir si le prompt engineering les accompagnait. Et ce qu'on voit en fait, c'est que globalement, ceux qui ont été accompagnés par une intelligence artificielle générative ont été plus productifs, plus rapides dans les résultats qu'ils ont apportés, mais que ceux qui n'étaient pas accompagnés par une intelligence artificielle générative étaient plus fins dans leurs analyses, moins rapides certes, moins de productivité, mais le degré de compréhension de la problématique était plus fine, et qu'on voit la limite entre ce qu'était capable de faire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire répéter des choses, amener de la réponse, mais là où il fallait plus de nuances, plus de subtilité, plus de compréhension humaine, l'intelligence artificielle, on a vu tout de suite qu'on sentait la limite entre les deux métiers. Donc la mutation que ça pourrait avoir sur les métiers du conseil, c'est qu'effectivement, ça va amener un degré de conseil beaucoup plus important, et déjà dans un premier temps, d'amener effectivement les entreprises et entre autres, j'entends pour les petites, les TPE et les PME, à utiliser et à intégrer les intelligences artificielles génératives dans leur métier, dans des entreprises qui n'ont pas forcément aujourd'hui l'activité, la culture, les équipes et les compétences pour pouvoir intégrer ces données dans leur métier. Alors, dans les métiers du conseil, dans les métiers de la communication. Alors, je vous ai mis cette petite pub en guise de clin d'œil. Undies, c'est la première marque de sous-vêtements et de maillots de bain. C'est la première marque qui a créé sa dernière campagne de communication avec une IA générative. Ce sont des affiches avec des modèles portant des maillots de la marque, mais toutes les images ont été générées par une IA générative, que ce soit Midjourney ou une autre IA qui s'appelle Stable Diffusion. Donc on voit effectivement aujourd'hui que certains métiers créatifs aujourd'hui pourraient être impactés. Alors avant l'IA générative, traditionnellement dans les métiers de la communication, le rédacteur, c'est celui qui crée du contenu et qui était basé sur la recherche, l'intuition créative, l'expérience utilisateur. Après l'IA, elle peut proposer des ébauches de contenu, elle peut effectuer des recherches de mots-clés plus automatiques, elle suggère des améliorations qui peuvent être basées justement sur des analyses prédictives. Donc le métier de rédacteur, il pourrait désormais plutôt aller pour... il doit plutôt éditer, peaufiner le contenu généré par l'intelligence artificielle, en veillant à maintenir une voix authentique de la marque, ce que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire. Je lui ai fait faire une recherche l'autre jour à ChatGPT. Je lui ai demandé justement de me dire quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur les métiers du conseil. C'était quand même d'une assez grande pauvreté, ce qui m'a été proposé, fourni par sa réponse. Donc je lui dis, je n'ai pas été très sympa, je lui dis, c'est mauvais, est-ce que tu peux faire mieux, est-ce que tu peux aller plus loin? Alors, il s'excuse, pardon, un an qui recommence. Moi je lui dis, non, c'est pas assez poussé. Mais on voit au bout d'un moment effectivement qu'il y a un moment, on sent que mon étude de prospective, je m'appuie sur beaucoup d'études, je vais regarder ce que disent des études, je les croise, je les compare, je compare les chiffres, est-ce qu'ils sont comparables, est-ce qu'ils se disent la même chose? On voit que cette nuance et cette subtilité, effectivement, il ne l'a pas. Donc, dans des métiers de rédacteur, dans des métiers de communication, la voix authentique, la singularité d'une marque, une IA générative ne pourra pas l'avoir. Il peut produire une belle image, mais il ne pourra pas redonner effectivement cette particularité. Si on parle des métiers de gestionnaire de réseaux sociaux, là, avant l'intelligence artificielle, c'était effectivement un métier qui générait des posts en les écrivant à la main, la réponse aux commentaires, l'analyse de tendances, etc. Aujourd'hui, effectivement, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, on peut programmer des publications, on peut analyser les engagements, on peut analyser peut-être les sentiments aussi des utilisateurs, personnaliser les interactions. La compétence clé du métier, du coup, sur les réseaux sociaux, elle sera plus d'interpréter des données, d'ajuster
les stratégies et la communication, et donc d'être moins effectivement dans la rédaction, mais plus dans l'analyse pour aller plus loin dans les interactions avec les clients. Si on regarde sur la transformation plus particulière des agences de communication, effectivement, là, il risque d'y avoir effectivement des structures organisationnelles. Aujourd'hui, les agences traditionnelles, elles sont structurées autour de la création, de la stratégie, de l'exécution. Elles vont se transformer en entités où la technologie, les équipes data aussi vont jouer un rôle plus central avec des offres de services d'optimisation de contenu basées sur l'intelligence artificielle, de la veille stratégique plus automatisée, de la personnalisation aussi de communication avec des clients. Autre métier impacté, effectivement, c'est celui des planeurs stratégiques, métier qu'on rencontre beaucoup dans les agences. Aujourd'hui, il s'appuie sur des études de marché, des entretiens avec des consommateurs, et puis une partie de son intuition aussi pour développer des campagnes. Avec l'intelligence artificielle, on peut l'aider à prédire les comportements des consommateurs, identifier des nouvelles opportunités de marché à travers l'analyse prédictive. Donc, c'est naviguer aujourd'hui, effectivement, dans des métiers augmentés, en fait, par l'intelligence artificielle. Et on voit dans le contenu visuel, effectivement, aujourd'hui, les outils peuvent générer des concepts visuels qui sont différents, réaliser des prototypes en quelques secondes, et les créatifs peuvent rebondir sur ces premières images, sélectionner, affiner du contenu, en y intégrant toujours une touche humaine et une créativité que l'image ne peut pas avoir. La difficulté dans la création visuel avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on peut à un moment ou à un autre toucher assez le droit à la propriété, aussi par la rédaction des prompts, la manière dont on lui demande de réagir, est-ce qu'on lui demande d'être un peu plus à la mode de ou à la manière de telle marque pour s'approcher de l'univers créatif de telle ou telle marque. On peut avoir à un moment ou à un autre pourrait se poser la question de la propriété intellectuelle et de la réutilisation de la propriété intellectuelle. Un avocat en droit à la propriété intellectuelle que j'écoutais dans une conférence disait qu'en fait, on conseillait aux créatifs de garder la totalité des prompts qu'ils font avec une intelligence artificielle générative et éventuellement de les certifier dans la blockchain pour un moment ou un autre si il peut y avoir un procès qui se fait autour de ces métiers et de la création artistique qui est fait, et qu'est-ce qui est du coup de la propriété d'une marque ou qui ne l'est pas, et donc du coup de garder, voilà, pour marquer effectivement que le créatif a continué à interroger l'intelligence artificielle pour l'amener à une créativité qui est faite par l'humain, puisque c'est lui qui l'a incité au fur et à mesure à aller dans cet axe créatif ou aller dans un autre axe créatif. Et donc, du coup, à pouvoir justifier à un moment ou à un autre qu'il a bien fait ce travail de créativité, donc de créativité humaine, pour éventuellement pallier à des procès éventuels. Alors donc du coup, voilà, dans les métiers du numérique, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, l'IA, est-ce qu'elle remplace ou est-ce qu'elle réinvente? Elle est plutôt aujourd'hui en train de réinventer certains métiers, plutôt et d'adapter des compétences en se positionnant effectivement plutôt comme des superviseurs, des éditeurs, des stratèges qui sont capables d'exploiter la puissance de cet outil tout en maintenant un élément humain, un élément de nuance, un élément de créativité, et que même si l'IA aujourd'hui, elle peut automatiser certaines tâches, la créativité, la stratégie, elles restent des domaines qui restent celles quand même de l'ébauche d'un cerveau humain, et qui n'est pas celle d'un cerveau d'intelligence artificielle. Pour terminer sur les métiers de la chimie, alors c'est un petit peu moins mon domaine et mon sujet, donc j'amène à débat aussi, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, elle, dans les métiers de la chimie, elle amène quand même
une transformation aussi importante avec des impératifs là qui sont effectivement à la croisée aussi de tout ce qu'on vient de dire, hein. Il y a quand même dans les métiers de la chimie des impacts technologiques, on l'a vu avec et on va le voir encore avec l'intelligence artificielle. Il y a quand même aussi tous les impératifs de développement durable, la chimie verte, l'économie circulaire, les batteries et le défi au regard des batteries aujourd'hui. Et puis bien évidemment aussi des défis réglementaires qui viennent percuter ces métiers-là. Au niveau de l'intelligence artificielle, on voit effectivement du coup tout ce qui est machine learning, donc toutes les technologies qui transforment la recherche et le développement en chimie peuvent effectivement aussi permettre la découverte de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, avec entre autres la simulation et la prédiction de leurs propriétés. On voit que les chimistes vont devoir effectivement aussi modifier leurs compétences, peut-être pour acquérir des compétences en data science, pour interpréter aussi des résultats et orienter des expériences. Donc, on voit effectivement que la compétence, elle est quand même bouleversée par le métier, mais qu'elle reste quand même une valeur humaine et qui cherche encore à se développer. La robotique aussi. Et l'automatisation amène aussi un bouleversement et une mutation sur les métiers de la chimie, avec tout ce qui est processus de laboratoire, robotique avancée aussi, qui peut augmenter la précision, réduire le temps nécessaire aussi dans les expériences. Et là, effectivement, on voit aussi encore du coup des compétences en robotisation, en automatisation dans les métiers de la chimie qui peuvent intervenir. Sur le développement durable, bien évidemment, l'accent mis sur le développement durable, la demande pour des produits chimiques plus écologiques, des processus plus avec des productions moins polluantes qui va augmenter et qui va être une demande du marché, mais une nécessité du marché demain. Et donc, on voit que les chimistes aussi sont appelés à innover dans l'utilisation de matières premières plus renouvelables, mais qui peuvent aussi être élaborées grâce à l'intelligence artificielle et avec le travail, la collaboration et le co-travail avec les intelligences artificielles, le recyclage aussi, et puis l'économie circulaire, puisqu'on voit que les professionnels de la chimie jouent un rôle quand même clé dans le développement de nouvelles méthodes de recyclage pour des matériaux qui sont aujourd'hui encore difficiles à traiter, comme les plastiques et puis les composés électroniques. Et ça comprendra effectivement la conception de procédés chimiques qui permettront de réutiliser, de récupérer ou de réutiliser ces matières premières. On parle aussi bien évidemment du stockage de l'énergie. On voit effectivement aussi que là, avec la transition écologique et l'avancée des matériaux, on a aussi là des compétences qui vont se modifier encore. Et là aussi, c'est une combinaison avec l'intelligence artificielle. Et puis, parce que les chimies, c'est un métier aussi qui est de plus en plus confronté à des réglementations assez strictes et assez difficiles sur la sécurité des produits, leur impact environnemental. On voit effectivement aussi qu'il y a aujourd'hui une capacité à naviguer dans le paysage réglementaire et à évoluer aussi de manière assez proactive et de faire évoluer les risques qui sont associés aux substances. Et puis, il y a une éthique de la recherche aussi aujourd'hui qui est déjà présente, mais qui va aussi se mêler à l'éthique de l'avancée des technologies et du mix entre l'économie verte et la technologie. Voilà. Alors, comment naviguer dans ce futur, dans ces métiers de demain? On l'a un petit peu dit en fait dans l'ensemble, enfin, je l'ai un petit peu dit dans l'ensemble de ma présentation. C'est qu'en conclusion, aujourd'hui, on est sur un monde qui bouge, on est sur un monde qui bouge beaucoup. On n'est pas à l'abri aujourd'hui dans notre monde de ce qu'on appelle en prospective aussi les signaux noirs. On a les signaux forts, on a les signaux faibles, et puis on a des signaux noirs. Des signes noirs, par exemple, c'était les tours du World Trade Center il y a quelques années, c'est la pandémie aussi. Voilà, ce sont des éléments qu'on n'a pas forcément vus, qu'on n'a pas prédits, qu'on n'a pas analysés, qu'on n'a pas vu venir. Et qu'aucun analyste n'avait imaginé comme un signal faible, ou d'un signal faible, ils sont devenus tout à coup un signal noir parce qu'ils nous sont tombés dessus assez vite. Donc, on est quand même dans une économie, dans un monde qui est quand même extrêmement mouvant aujourd'hui, qui est sur un sable qui est difficile. On voit aussi que dans la relation au travail, on a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont évolué. Je parlais au début de la fin de la notion de carrière. Le télétravail
télétravail a aussi quand même aussi beaucoup fait évoluer les pratiques. On l'a vu dans une étude récente aussi qu'a fait l'APEC. Aujourd'hui, il est inimaginable le retour en arrière du télétravail pour les métiers qui sont télétravaillables, bien évidemment. Donc, on voit qu'effectivement, il y a quand même des évolutions. Le bureau, les lieux de travail est en train de changer aussi sous l'impact aussi du télétravail. Alors, comment soi-même être acteur aujourd'hui de son parcours dans cette mouvance et dans ce monde qu'on maîtrise un petit peu moins. Moi, je dirais qu'il y a 3 éléments qui sont assez forts. C'est s'informer en permanence, c'est vraiment se tenir au courant, être en veille en permanence sur son emploi, sur les mutations que son emploi va subir, alors subir de façon positive ou de façon négative. Dans son métier, et donc déjà assez vite et très vite de s'adapter aux nouvelles compétences que son métier va demander, et ce tout au long de sa vie professionnelle. On sort d'université, on sort d'école, on est déjà formé, mais les choses allant vite, et on a vu aujourd'hui que les compétences sont quand même un élément qui devient assez vite obsolète. Donc se tenir au courant, se former, c'est le deuxième élément, à tout âge, jeunes, moins jeunes. On voit aujourd'hui, on a vu, quand on regarde dans la démographie, et entre autres dans des tendances qui est celle aujourd'hui de vieillir en entreprise, puisqu'avec l'allongement de la durée de travail, on va de plus en plus vieillir jusqu'à 65-66 ans dans les entreprises, et qu'on voit aujourd'hui que le taux de formation des plus de 50 ans et des plus de 55 ans, il descend à 30%. Or, quand on a 50-55 ans, on a encore 10 à 15 ans de travail devant soi. Et que si on est dans un métier qui va être impacté par les nouvelles technologies, par l'environnement, du coup, voilà, il faut continuer à se former, toujours être le plus aware sur les métiers. Et puis, troisième point, pas hésiter à faire le point à un moment aussi, parce qu'on peut aussi être dans un métier sur lequel on peut sentir une usure professionnelle, des changements aussi personnels qui amènent parfois à se re-questionner sur sa vie personnelle et sa vie qui engendre des changements dans sa vie professionnelle et vice-versa. Pas hésiter à faire le point avec son entreprise ou avec un consultant APEC pour venir effectivement à un moment de sa vie se poser pour réfléchir à ces mutations qui viennent face à nous, réfléchir à son avenir professionnel, réfléchir à ses prochaines années, et se poser la question de qu'est-ce que je fais dans les 20 prochaines années, qu'est-ce que je fais dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que je fais dans les 5 prochaines années. Est-ce que je veux partir sur un statut aussi de salarié? Est-ce que je veux continuer de salarié? Est-ce que je veux partir sur un statut d'indépendant? Est-ce que je veux vivre dans une mixité de ces deux statuts, puisqu'on voit effectivement aujourd'hui encore aussi une hybridation de ces statuts d'emploi, redevenir salarié, devenir indépendant, freelance, et puis revenir à un métier salarié. Comment aujourd'hui, dans mon entreprise, comment les dispositifs aussi que mon entreprise met à ma disposition, je peux les accompagner, être accompagné par ma fédération professionnelle, par tous les éléments en fait autour de nous qui nous permettent à un moment de se poser et de se projeter, pas forcément en prospective d'ici 2030, 2040, 2050, mais de se projeter dans son avenir professionnel pour assurer en fait une permanence de son métier, et puis surtout de pouvoir continuer toujours à ce que son métier et son job nous enrichissent et nous épanouissent. Voilà. Merci Isabelle pour ce tour bien complet, et il y a une question qui demande qui va former les étudiants, les salariés à l'IA pour accompagner ce futur. Les programmes éducatifs vont devoir s'adapter au plus vite, ou bien on va laisser aux entreprises l'obligation de conversion et d'adaptation. Derrière cette question-là, il y a la question évidemment quand vous disiez Isabelle en ouverture du webinaire, une compétence dans les années 70 avec 40 ans de vie. Aujourd'hui, elle en a un ou deux.
Évidemment, nous, en tant qu'organisation syndicale CFDT, ça nous engage sur la question de comment est-ce que l'on peut dégager du temps au sein de son métier pour ajuster ses compétences. Alors, il est vrai qu'avec, par exemple, Laurent Mailleux, qui est administrateur avec moi à l'APEC, on a beaucoup poussé cette question du dispositif PMSMP, l'immersion professionnelle, par exemple, qui permet à des cadres de partir pendant maximum 1 mois dans une autre entreprise pour découvrir un métier, tout en gardant son contrat de travail dans son entreprise d'origine. On a aussi beaucoup travaillé sur la question des actions de formation en situation de travail, qui sont pour nous des dispositifs extrêmement importants, et enfin vraiment on mise beaucoup sur ce type de dispositif pour que notamment des cadres puissent se former sur des activités finalement qui évoluent tellement vite qu'on n'a pas le temps, et ce n'est pas efficace de créer des formations en dehors de l'emploi. À quoi sert de partir 6 mois en formation quand, lorsque l'on revient finalement, son emploi a déjà pour moitié changé. Donc, c'est ces dispositifs d'ajustement des compétences et le temps qu'il va falloir dégager par rapport à un temps directement productif qui, évidemment, nous interroge et sur lequel, en tout cas en salle aujourd'hui, avec Christophe en face de moi et Laure, nous évoquons cela tout au long, en marge de votre intervention. Christophe, tu avais envie de compléter. Oui, j'avais envie de compléter parce que, comme toi, moi, je faisais le lien entre ces compétences qui avaient une durée de vie de 40 ans en 1970 et plus que 1 ou 2 ans aujourd'hui. Et dans le même temps, ce que tu nous disais, Isabelle, c'est que l'IA est finalement dans ses réponses pas forcément très fines, et que dès lors qu'on veut dans une étude, alors moi je suis dans le secteur où il y a notamment les bureaux d'études, hein. Mais lorsqu'on demande à un cadre un travail beaucoup plus fin, l'IA semble inadaptée. Donc je trouve qu'il y a une sorte de tiraillement, et peut-être l'effet de la première statistique pourrait être une forme de découragement. Donc bien évidemment, tu y as répondu dans ta conclusion, il va falloir demain que encore plus les cadres mettent en permanence à jour leurs compétences, ce qui pose tout un tas de problèmes d'ordre pratique et même revendicatif. Et moi, ce que je constate finalement en t'écoutant, c'est qu'il y a bien un glissement, et d'ailleurs on le constate nous dans nos échanges, dans notre manière, nous à la CFDT, d'aborder la question. Si je prends 20 ans en arrière, l'irruption et la généralisation du numérique, il y a eu beaucoup de débats qui se sont concentrés autour de la question des équilibres vie familiale, vie professionnelle, et du droit à la déconnexion, le cadrage du télétravail. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ces questions-là, avec l'IA, sont un petit peu derrière nous. En première approche, nous, l'IA a surtout été abordée d'un point de vue du droit des salariés, par rapport aux questions de surveillance, par rapport aux questions des données personnelles. C'était une manière de l'instruire en première intention. Et je crois qu'aujourd'hui, et effectivement le travail que fait la CFDT Cadre aujourd'hui va beaucoup dans ce sens-là, c'est réfléchir à des dispositifs où la formation permanente serait vraiment intégrée dans les processus de travail, et peut-être aussi plus investir dans les dispositifs d'accompagnement pour permettre aux uns et aux autres de rester informés, de continuer à avoir des compétences techniques fines dans un environnement où l'IA banalise un grand nombre d'autres connaissances. Et puis, effectivement, l'accompagnement. Je crois qu'il y a aussi à investir dans ce domaine-là, et investir aussi ce champ-là en termes revendicatifs. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit, enfin, on est dans un monde qui s'accélère. Voilà, on a vu, on dit un
dans des travaux qu'on avait fait en 2022-2023, on avait intitulé toute la partie qui parlait du monde numérique, de la technologie, etc. On l'avait appelé Techcélération. Et ce mot n'était pas innocent. On est aujourd'hui dans une technologie qui a énormément évolué depuis 20 ans, mais qui va encore plus évoluer dans les 10 années à venir, et qui va surtout, cette technologie, avoir une capacité à se répandre d'autant plus vite dans le grand public. On l'a vu pour ChatGPT. Ça a dépassé le nombre de connexions sur ChatGPT, a dépassé Instagram et TikTok, qui s'étaient déjà quand même installés très très facilement et très largement. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, je vais vous dire des bêtises, mais on a vu effectivement que du coup, c'était devenu. Alors, il y a effet de mode, c'est nouveau, ça vient d'arriver, on va connaître un plateau à un moment, tout le monde a essayé. Voilà. Il y a des métiers dans lesquels on s'en est emparé très vite parce qu'effectivement, on a vu que ça avait une incidence. Il y a aussi quand même, et on l'a vu nous aussi en interne, et moi je le vois aussi dans mon entourage, des gens qui sont inquiets au regard de ces métiers, de l'impact de l'IA, mais effectivement, on est dans un monde où la technologie, l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, et pas que l'intelligence artificielle générative, parce que l'intelligence artificielle générative, c'est un morceau de l'IA. L'IA, elle est quand même aussi dans des métiers très techniques, dans des métiers industriels aussi. Elle est aujourd'hui extrêmement présente aussi. Et c'est un peu la face émergée de l'iceberg qu'on ne voit pas. Donc oui, aujourd'hui, on est dans un monde qui va technologiquement encore plus s'accélérer que ce qu'on a connu dans les 20 prochaines années. Il y avait une question sur l'impact sur l'activité managériale. Est-ce que, voilà, tu pourrais... Alors, j'ai pas de réponse, j'ai pas d'études. J'ai pas d'études sur lesquelles m'appuyer pour répondre à cette question. Moi, ce qui serait intéressant, c'est parmi toutes les 100 personnes qui sont là, combien aujourd'hui utilisent les intelligences artificielles génératives dans leur métier, ou dans leurs équipes s'ils sont managers. Quelle est aujourd'hui la prégnance, entre autres, si on parle que des IAG, quel impact sur le management? Moi, j'ai du mal à répondre à cette question aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des pratiques particulières pour le dire. Est-ce que l'on fait un sondage en direct avec des levées de main? Qui utilise Allez, dites-nous, qui utilise aujourd'hui ChatGPT ou Gemini dans sa pratique professionnelle? Ah oui, je lève la main aussi, parce que moi, j'utilise beaucoup. Bon, on est autour de ça, on s'arrête Oui, autour de ça, à peu près c'est ça. 10% seulement, hein, 10%. Ouais, entre voilà. 10 et 15% des personnes. Voilà. Donc voilà, il y a quand même déjà il y a quand même aujourd'hui un levier, déjà, aujourd'hui, à faire en sorte que l'ensemble, nous, on forme aujourd'hui, début avril, on forme l'ensemble de nos collaborateurs à l'APEC à l'utilisation des IA génératives dans le respect et dans le cadre de nos principes et de notre guide d'utilisation. Mais on a fait une formation sur mesure pour ne laisser personne au bord de la route déjà, pouvoir aussi rassurer, parce qu'on est quand même une entreprise de conseil, donc on est quand même là pour accompagner des cadres et des jeunes diplômés ou des recruteurs, donc on peut avoir une crainte de la part de nos conseillers, de nos consultants, à se dire mais demain je vais être remplacé par une IA générative. Ben non, parce que dans le conseil, ce qui compte, c'est la nuance. C'est l'humain que j'ai en face de moi, c'est la personne à qui je parle, c'est son parcours personnel, c'est ce qu'elle va me raconter de ce qu'elle est, de ses fractures, de ses points d'appui, de ses forces. Et c'est là-dessus que je vais l'aider pour aller développer sa carrière. Donc oui, l'IA générative peut m'aider à faire certains sujets. Ça peut m'aider à faire une lettre de motivation, effectivement. En tout cas, ça peut donner les prémices d'une lettre de motivation. Mais on le voit dans les études qu'on a faites, nous, et des cas d'études qu'on a menées, c'est que ça fait une très jolie trame, mais ça ne parle pas du tout de la personne.
et que si je commence à parler à l'IA générative de qui je suis moi, je dévoile ce que vous disiez, Christophe, des données personnelles. Donc, je commence à raconter ma vie. Qu'est-ce qui est fait de ces données personnelles qui sont derrière? Donc là, c'est pour ça que nous, on interdit d'utiliser une IA générative avec des données personnelles. Mais voilà, mais on a, voilà, il y a une volonté effectivement de former l'ensemble de nos collaborateurs pour amener effectivement à lever déjà les doutes, lever les ambiguïtés, expliquer en quoi ça peut aider, expliquer comment on peut nous aussi dans les métiers du conseil aider nos clients. Oui, un cadre qui arrive avec sa lettre de motivation ou son CV avec ChatGPT, c'est bien, ok, c'est une bonne base, c'est bien. Maintenant, on va parler de vous. Qui vous êtes, vos réalisations probantes, ce que vous avez réellement fait dans votre vie. C'est parce que c'est ce qui va intéresser le recruteur. Le recruteur, il n'embauche pas une IA générative, il embauche Anne-Sophie, Anne-Florence, Laure ou Christophe. Il n'embauche pas une intelligence artificielle. Donc, parlez-moi de vous et on va le mettre tout ça effectivement dans vos éléments. Donc, c'est un outil de base intéressant, mais ce n'est pas le seul outil. Donc, voilà, on essaie aussi du coup voilà, dans les métiers de se dire comment on peut utiliser comme une force cette technologie qui nous arrive aujourd'hui et qui est indispensable. Mais je n'ai pas la réponse pour le management. Oui, c'est un mix là de techniques et de responsabilités extrêmement personnelles avec des dilemmes, le management. Donc, une IA générative pourra-t-elle nous donner la réponse à nos dilemmes éthiques de manager? Il faudrait lui poser la question pour moi. À suivre. Il faudra lui poser la question. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que moi j'ai envie de rappeler que l'APEC est quand même l'association pour l'emploi des cadres qui a été créée de manière paritaire par organisation syndicale et patronale. Et donc, il y a quand même une identité d'accompagnement du salarié et de sécurisation de son parcours tout au long de son parcours. C'est vraiment une mission très, très importante et sur lesquelles, voilà, nous sommes au pilotage, organisation syndicale et patronale, et nous sommes seuls au pilotage. Voilà. Donc, ça donne une identité à ce que nous voulons faire à l'APEC, particulièrement sur la question des recrutements, par exemple. On n'est pas du tout dans une vision simplement adéquationniste d'une entrée de compétences, d'une offre et une demande de l'autre côté, et d'une adéquation brute, voire brutale, et finalement qui perdrait beaucoup d'actualité vu l'accélération de la transformation des compétences. On est vraiment dans l'idée de pouvoir adapter, y compris l'offre d'emploi, et c'est souvent l'objet d'un travail des consultants qui accueillent les entreprises, qui accueillent les recruteurs, pour formuler sur le secteur donné, avec ce que nous savons de nos études, et nos études sont par secteur et par région, et c'est vraiment un secteur très très important à l'APEC que les études. Avec ce que nous savons, eh bien, nous adaptons les offres d'emploi. Donc il y a toute cette idée de pouvoir vraiment formuler les choses de manière à ce que le cadre soit accompagné tout au long de son parcours. Évidemment, je ne peux pas laisser cette découverte de ce matin pour moi quand Isabelle vous avait dit qu'il y avait une polarisation de l'IA sur les métiers féminins. Alors moi, j'ai aussitôt dit à Laure, dont je sais qu'elle est aussi féministe que moi, mais enfin, même les robots s'y mettent. Il y a à l'APEC, voilà, enfin, il y a à l'APEC, alors c'est pas un service en tant que tel dans la terminologie APEC, mais il y a une capsule, j'ai envie de dire quand même un service quand on est salarié femme, il y a des ateliers. Alors, c'est pas tout le temps, c'est à certains moments, il y a des séries d'ateliers sur apprendre à négocier, par exemple, son salaire. Est-ce que vous voulez nous en dire peut-être quelque chose? Et c'est un peu plus spécifique femmes, en effet, et ça va tout à fait, nous, dans notre mobilisation syndicale pour l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, quoi qu'en disent les robots. Isabelle. Oui. Alors effectivement, on a cette petite. Vous avez raison de l'appeler capsule.
on a cette petite capsule, en fait, partant d'un constat qu'on fait tous, hein, de différence de salaire à travail égal et à temps de travail égal entre les hommes et les femmes. On s'est aperçu effectivement que parler d'argent, c'est très facile pour un homme, c'est plus compliqué pour une femme. Alors pourquoi? On pourrait analyser plein d'éléments, hein, culture, éducation, des années derrière nous voilà. On le voit aussi dans d'autres études, pas APEC, mais sur d'autres sujets qui disent qu'effectivement, les femmes sont les femmes s'appauvrissent même dans le mariage. Ça, c'était une étude par ailleurs qui était sortie. Mais effectivement, on s'est aperçu que voilà, parler d'argent pour les femmes, c'est plus compliqué. Et donc, on a voulu effectivement, en partenariat, pouvoir proposer aux femmes de pouvoir amener la négociation de son salaire comme un élément normal et évident de son parcours professionnel, sans tabou. Sans qu'elle soit gênée d'aller demander effectivement une juste rémunération de son travail, en connaissant aussi les dessous, en fait, j'allais dire, d'une bonne négociation. Comment amener le sujet, pourquoi amener le sujet, voilà. Et voilà. Et donc, du coup, effectivement, on a cette petite capsule qui existe, s'appelle Nego Training, effectivement, alors qui est souvent une capsule qui est beaucoup accompagnée par les consultants. Elle l'est en ce moment, je l'ai vue sur LinkedIn ce matin à Nantes, je crois, au Bordeaux, mais je ne voudrais pas vous dire une bêtise. Et effectivement, ça permet à chacune de pouvoir prendre un temps déjà pour se poser et se poser la question de savoir pourquoi effectivement j'ai un frein à l'idée d'aller demander demander de l'argent. Donc, c'est aussi un moment d'accompagnement aussi, et c'est là aussi où on est accompagné, non pas uniquement dans cette capsule, mais on est aussi accompagné par des consultants, et de pouvoir effectivement aller se poser, lever les freins, lever les ambiguïtés qui font qu'en tant que femme, l'argent est un sujet difficile, l'argent est un sujet tabou, et donc le consultant amène donc la levée de ces freins et puis amène à trouver les bons réflexes, les bonnes manières de procéder pour amener voilà, pour être capable soi-même effectivement de pouvoir aller parler de son salaire. Et alors effectivement, pardon, si vous êtes dans la région de Nantes, il y a un atelier mercredi matin, le 27 mars, et il y a un atelier le 29 mai aussi au matin à Nantes. Donc, ça s'appelle Atelier destiné aux femmes. Donc, c'est vraiment très féminin pour savoir comment négocier son salaire. Et là, donc, c'est le centre APEC de Nantes qui les propose. Donc, 27 mars ou 29 mai. Voilà, si vous êtes sur la région, c'est un joli moment parce qu'en fait aussi c'est souvent un moment de sororité aussi. Puisque ce sont des femmes qui parlent aux femmes, et ça permet parfois effectivement dans cet espace de confiance, de sororité, de pouvoir lever des freins personnels qu'on ne ferait pas dans une formation plus standard. Voilà, quand on est confronté à différentes personnalités, là ça se fait dans la bienveillance, souvent dans le rire d'ailleurs, je dois dire, mais ça permet quand même effectivement de pouvoir ensuite aller défendre le manque à gagner effectivement qu'on peut avoir dans un poste équivalent, à temps de travail équivalent sur un salaire. Donc voilà, c'est une jolie capsule effectivement que l'APEC propose. Voilà, l'APEC qui lutte contre les robots. Qu'est-ce qui fait qu'on monte un atelier ici ou là? Pourquoi un atelier à Nantes? Quelle initiative il faut prendre pour avoir un atelier dans ma ville? Mais en fait, c'est les ateliers de l'APEC, des implantations APEC. Oui, ce sont les consultants APEC qui les proposent dans le centre APEC. Et on peut les solliciter?
La question est, peut-on les solliciter? Et Bien alors sûr. là, je vais faire l'article. Alors bien sûr, évidemment, Bien sûr, mais bien sûr. et d'autant plus quand on est syndiqué, puisque là, je vais faire une petite articulation et vous dire que l'APEC, ce sont aussi des personnes qui sont mandées, des personnes CFDT qui sont mandatées dans les comités paritaires régionaux. Alors, j'ai vu que certains sont partis, mais peut-être peuvent-ils mettre leur caméra. C'est Fabien Ponce en Pays de la Loire, c'est Audrey Molis en PACAC, c'est Ronan en Bretagne. Peut-être ils peuvent mettre leur caméra, je sais qu'ils sont là. Donc Ronan en Bretagne, c'est Hassan en Île-de-France, c'est Julien Ray en Centre Val-de-Loire, c'est Karine Jacquin en Grand Est, c'est Sandra Delcine dans le Nord. Ils ne veulent pas mettre leur petite caméra. Non. C'est Thibaut Drouet en Normandie, c'est Olivier Brun en Nora et j'en oublie. Mais tout ça pour vous dire qu'ils sont proches des militants et des adhérents CFDT et que, en ce sens, l'APEC est vraiment un service qui est tout proche de la CFDT. Et en effet, s'il y a besoin de faire des capsules à haute intensité sur la rémunération homme-femme, comme le revendique Christophe, qui n'est pas moins féministe que Laure et moi ici dans cette salle. Et c'est pour ça qu'il est à la CFDT, dit-il avec un naturel épanoui. Eh bien, en effet, il y a moyen, par les personnes que je viens de vous citer, par exemple, de solliciter tout simplement le directeur, enfin le délégué régional, puisque l'APEC est tout à fait déconcentrée et très vive sur tous les territoires. Voilà. Donc, j'ai persécuté Julien. Et donc, tu peux persécuter Julien, Christophe. Y a-t-il, alors je vois que les questions, les témoignages aussi dans le chat là tournent beaucoup autour des questions managériales. C'est extrêmement intéressant. On n'a pas la réponse encapsulée, j'ai envie de dire, pour aujourd'hui. Évidemment, nous, en tant que CFDT cadre, ça nous mobilise et certainement, on va avoir ce sujet à travailler davantage. Il y a aussi une remarque sur la question de et pourquoi il n'y aurait pas, pourquoi on ne négocierait pas un temps de veille sur la transformation de nos emplois intégrés directement à nos activités. Voilà, c'est une piste. Je crois que le sujet qui nous a occupés aujourd'hui dans notre webinaire transformation de l'emploi des cadres à l'échelle d'une vie professionnelle est loin d'être conclu. Il conviendra certainement d'en faire d'autres occurrences. Aujourd'hui, c'était avec Chimie Énergie, Laure, et avec Conseil Communication Culture. Il y a bien d'autres secteurs professionnels impactés et certainement nous pourrons recommencer régulièrement ce type de webinaire. Christophe, Laure, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion? Et puis peut-être Isabelle, souhaitez-vous dire quelques derniers éléments? Peut-être on n'a pas suffisamment souligné qu'il y a une exposition absolument remarquable que nous allons essayer de faire venir en nos murs d'ailleurs, mais qui est vraiment remarquable, elle est interactive. Ce n'est pas une exposition passive, elle cherche au contraire à mobiliser les salariés sur ces questions de rapidité et d'urgence de transformation des compétences qui sont quasi quotidiennes et mensuelles. Cette exposition est en deux, je crois qu'elle tourne en deux formats actuellement. On pourra vous donner les dates et les mettre sur notre site internet CFDT Cadre. Allez-y, franchement, c'est quelque chose d'extrêmement mobilisateur. Allez-y avec vos équipes. Et je pense que l'on pourra faire des nombres d'animations autour de cette exposition qui tourne en ce moment partout en France.
Christophe, Laure? Alors déjà, moi, je remercie Isabelle pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Moi, ce que je constate au regard des grands enjeux qui traversent l'emploi des cadres, donc que ce soit l'IA aujourd'hui et donc la question du développement et du maintien des compétences. Alors, effectivement, au travers peut-être de la négociation d'un temps de veille, on en parlait justement entre nous en aparté. Que ce soit sur la question environnementale ou enfin la question, last but not least, la question de l'égalité professionnelle, on voit bien que face à ces défis, il ne peut pas y avoir de solution unique. Donc nous, il faut qu'on continue, certes, à travailler sur le plan politique, à travailler nos revendicatifs, mais je crois surtout qu'il nous faut travailler encore plus en réseau, et ça c'est une des grandes forces de la CFDT, pour aller chercher les multiples compétences qui nous permettent de mieux demain accompagner nos adhérents face à l'ensemble de ces défis. Ne serait-ce que déjà pour en débattre, mais aussi pour avoir des accompagnements renforcés. Donc là, effectivement, la capsule Nego Training de l'APEC fait partie des réponses. C'est certainement pas la seule, mais ça en fait partie. Et nous avons des mandatés dans les CARSAT, nous travaillons avec des associations dans le cadre du Pacte du pouvoir de vivre, y compris des associations environnementales. Donc je pense que demain, il va falloir encore renforcer ce travail en réseau dans nos régions. Fédérer tout ça, quelque part, c'est du management. Voilà. Oui, ben, je vais également remercier pour Isabelle pour toutes les informations apportées qui vont bien en écho par rapport à ce qu'on travaille au niveau de la Fédération Chimie-Énergie, notamment sur l'intelligence artificielle et la transition écologique juste. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore du travail pour accompagner les transformations, déjà les identifier, parce que ça va tellement vite et il y en a tellement partout qu'il y a du boulot déjà d'identification de toutes les transformations, et puis ensuite accompagner dans les entreprises nos adhérents. Et je rejoins effectivement la question du réseau et de travailler ensemble. La Confédération et la CFDT Cadre font pas mal de choses aussi de façon croisée au niveau entre les fédérations sur tous ces sujets-là. Et c'est très important qu'on soit effectivement en lien avec les unions régionales aussi dans les territoires, parce qu'il y a beaucoup d'impact aussi de transformation des métiers dans les territoires. On le voit notamment sur la chimie-énergie, sur tout ce qui est transition écologique juste. La question de la politique industrielle dans les territoires et du maintien de l'emploi industriel dans les territoires, ça nous occupe pas mal. Et on voit que c'est percuté de plein fouet aussi par l'intelligence artificielle. Donc, il y a encore pas mal de boulot. Merci aussi à tous les militants chimie-énergie qui étaient connectés. On reste en lien, j'ai noté quelques noms, pour éventuellement échanger aussi et débattre après derrière sur ce qui a été dit aujourd'hui et comment on peut nous aussi intégrer ces choses-là dans notre plan de travail de la fédération. Donc, merci et puis à bientôt. Au plaisir. Un immense merci pour la qualité de votre intervention. Pas de souci. Les 100 personnes présentes ont vraiment été présentes tout au long de ce webinaire. Voilà, merci. Donc bravo, un grand merci et surtout à très très vite. Hein. À bientôt, avec plaisir. Au revoir. À bientôt.